bonjour, voilà, je suis très contente de vous présenter aujourd'hui pour notre dernière séance de l'année Jean-Philippe Maguet qui va nous présenter son projet ANR, donc SOSWIT, voilà, sur les approches computationnelles, et on est très content de pouvoir avoir un représentant justement qui va nous parler des big data parce qu'on cherchait justement depuis longtemps et en fait c'était juste à côté de nous comme d'habitude. Donc voilà. L'environnement est riche, oui. Voilà, à toi Jean-Philippe. Merci beaucoup de m'avoir invité, ça me fait vraiment plaisir de venir vous parler. Je vais effectivement aujourd'hui vous présenter ce projet SOSWIT qui est un projet qui s'inscrit dans une espèce de thématique émergente qui s'appelle sociolinguistique computationnelle. Les mots parlent un petit peu d'eux-mêmes. L'idée c'est vraiment de faire de la sociolinguistique, comprendre la manière dont se structure la variabilité de la langue. Avec des données et des approches, des données numériques et des approches computationnelles. Donc, je vais d'abord revenir un petit peu sur des éléments un petit peu très généraux de sociolinguistique et de la manière dont la langue varie. Je vais parler des méthodes que la sociolinguistique a utilisées pour étudier cette variation et la manière dont elle est structurée par des facteurs sociodémographiques des populations. Et puis donc j'essaierai de montrer un petit peu des limites de ces méthodes qui ont par ailleurs fait leurs preuves. Enfin, au cours des 50 années passées, on a appris plein de choses sur la manière dont les langues la variation des langues est structurée. Et j'essaierai de montrer justement comment les méthodes computationnelles qu'on propose permettent de faire le pont en fait entre deux grandes familles de méthodes traditionnelles que j'essaierai d'identifier, essayer de montrer comment on peut réussir à profiter des avantages de chacune. Et puis je vous montrerai un ou peut-être deux exemples, on verra le temps qu'on a, du genre de choses qu'on a pu faire jusqu'à présent avec ces données et ces méthodes. Donc le point de départ de tout ça, c'est que les langues varient en fait. Quoi qu'on regarde dans une langue, on trouve de la variation, c'est jamais homogène. On peut voir de la variation phonologique par exemple, il y a des gens qui vont dire rose, des gens qui vont dire rose. Les deux formes coexistent dans la population et elles sont là. D'un point de vue morphologique aussi, certains vont vouloir dire je vais lui dire. On peut aussi rencontrer de temps en temps je vais lui dire. Le lexique varie, livre, bouquin. Sont des formes en compétition pour désigner la même chose, plus ou moins la même chose du moins. La syntaxe varie entre par exemple où vas-tu, où tu vas où est-ce que tu vas. Il y a des différentes formes, différentes constructions comme ça qui permettent d'exprimer les mêmes choses. Et donc à chaque fois, là, toutes ces variantes coexistent dans la population et elles ne coexistent pas de manière complètement aléatoire. En fait, les distributions de ces variantes-là répondent à certaines régularités et elles sont notamment distribuées en fonction de tout un tas de caractères, de propriétés démographiques des locuteurs. Alors je vous en liste quelques-unes. Le genre, on a repéré qu'il y avait des différences dans les manières de faire des choix entre ces variantes, entre les hommes et les femmes. On peut remarquer aussi des différences liées à l'âge, on peut remarquer des différences liées à la classe sociale, on peut remarquer des différences liées à la sociabilité des personnes, à la manière dont elles sont intégrées ou pas dans leur environnement social. En fait, quel que soit, en gros, pour caricaturer un petit peu, quelle que soit la variable démographique que l'on attrape, on peut s'apercevoir qu'elle va pouvoir venir expliquer de la variation qu'on peut par ailleurs observer dans la langue. Et puis c'est pas tout, cette variation elle est aussi intra-individuelle, c'est-à-dire que non seulement les
les choix de variantes qu'on va faire sont conditionnés par notre âge, notre classe sociale, notre genre, l'endroit où on a grandi et tout ça. Et puis indépendamment de tout ça, quand on est à un instant donné dans un certain contexte, ce contexte-là va aussi conditionner la manière dont on s'exprime. Les différents choix linguistiques que je vais faire aujourd'hui parmi vous sont différents de ceux que je fais quand je vais boire une bière avec des copains. Le contexte de la situation fait qu'on adopte un certain registre de langue, on s'exprime dans un certain genre. Toutes ces choses-là en fait sont très intriquées les unes avec les autres et font que encore une fois, dans toutes ces variantes qui coexistent, on fait des choix et ces choix sont toujours conditionnés par tout un tas de facteurs, quoi. Ils ne sont absolument pas aléatoires. Et en fait, du coup, ce dont on se rend compte, c'est que dans une langue, il n'y a pas une norme, au contraire, il y en a plusieurs. Et des personnes qui vont parler la même langue, en fait, qu'elles vont partager, c'est pas une norme, mais c'est plutôt tout un système de normes qu'on va comprendre, intégrer les uns les autres. Quand vous rencontrez quelqu'un qui vient du sud de la France, son accent, vous allez le reconnaître, vous allez l'identifier comme étant un accent du sud de la France. L'accent de cette personne-là va suivre tout un tas de spécificités propres à cette région du sud de la France. Si vous venez du sud de la France, vous le maîtrisez aussi. Si vous venez d'ailleurs, vous ne le maîtrisez pas. Ça ne fait pas partie des normes que vous allez employer. Mais en tout cas, vous allez les reconnaître. Vous allez reconnaître tous ces choix-là comme étant spécifiques de ce dialecte du sud de la France. Donc, ce qu'on partage, en fait, quand on parle la même langue, c'est vraiment pas cette même norme, mais c'est plutôt cette connaissance partagée de ce système de normes qui est en compétition. Donc ces normes sont associées à des représentations sociales, c'est ce que je vous expliquais, quand quelqu'un va venir vous parler avec son accent chantant du sud de la France, associé à cet ensemble de choix linguistiques que cette personne va faire de manière répétée, donc cet ensemble cette norme-là, vous allez associer cette représentation de quelqu'un qui vient du sud de la France, et d'une manière plus générale, en fait, chaque dimension de variation de la variation va être associée à des représentations sociales. On va se construire des images de nos interlocuteurs à partir des choix qu'ils font, des types de normes qu'ils utilisent. Et puis nous, inversement, on va profiter aussi de ça pour construire notre identité. Typiquement, c'est ça qu'on fait là, quand on est dans un certain contexte, qu'on adopte un certain registre. En fait, on joue de cette maîtrise, de cette connaissance de ces différentes normes. J'essaye ici d'employer un vocabulaire un petit peu plus soutenu que ce que je pourrais faire avec des copains, parce que j'essaye de me donner une certaine légitimité, alors que dans d'autres cas, j'essaierai au contraire de me donner une image beaucoup plus décontractée, relâchée, etc. Donc on joue de ces différentes normes en compétition. Et voilà. Et pour compliquer un petit peu le panorama, il se trouve que toutes ces choses-là sont dynamiques, ne sont pas du tout figées. Et plus précisément, en fait, cette variation qu'on observe dans la langue, elle est complètement intriquée au changement de la langue. Ces normes sont en perpétuelle évolution et en fait l'évolution qui va modifier les langues, elle va venir puiser dans ces différentes formes en compétition pour diriger la langue vers son avenir et inversement, de manière synchronique, quand on observe de la variation, cette variation-là elle peut être interprétée comme des changements en cours dans la langue. J'ai deux exemples pour illustrer un petit peu ça. Le premier, le tableau de gauche, il est issu de l'article de Labov de 1963, article un petit peu fondateur de cette sociolinguistique variationniste, dans laquelle il montrait justement que la variation peut être la trace d'un changement en cours. Et donc il regardait sur l'île de Martha's Vineyard la centralisation de deux diphtongues
de l'anglais, le I et le how. Et donc il montrait que cette centralisation était conditionnée par tout un tas de phénomènes sociodémographiques. C'est une étude assez complète qui montre comment effectivement cette variation elle se structure dans la population, ou plutôt comment la population structure la variation. Et une des variables qui structure la variation, c'est l'âge des locuteurs. Et ce qu'il montrait en substance, c'est que plus, si on exclut non, on n'exclut rien du tout en fait. Si on exclut les plus jeunes, en fait, voilà, plus les gens vont être jeunes et plus ils vont avoir à centraliser ces deux diphtongues. Il avait construit un indice de centralisation et donc voilà, plus les gens sont jeunes et plus la centralisation est élevée. Et en fait, la raison de ça, en fait, c'est que cette centralisation de ces diphtongues était un phénomène en cours d'apparition dans le dialecte de Martha Zrenial, de cette île. Et du coup, ce qu'on constatait, c'est que les personnes les plus âgées n'avaient pas encore adopté cette forte centralisation, donc leur indice était bas. Et puis plus on descendait dans les âges, plus on regardait des locuteurs jeunes, plus ils avaient adopté cette centralisation. Et donc, ce gradient de la variance en fonction de l'âge n'est rien de plus en fait que la manifestation de l'adoption de cette nouvelle variante par la population. Et le deuxième exemple que je vous montre anticipe un petit peu sur ce dont je vais vous parler. C'est un travail qui a été fait sur Twitter par Eisenstein et des collaborateurs à lui. Et donc il regardait en fait des fréquences lexicales dans différentes aires métropolitaines américaines. Et donc ce qu'on voit, c'est que ces fréquences, enfin, ces items lexicaux ne sont pas répartis de manière homogène sur l'ensemble du territoire, et que quand on regarde leur répartition à des instants différents, certains d'entre eux vont diffuser. Par exemple, si je prends celui-ci, AF, dont je ne me rappelle plus quelle est la signification, c'est le genre de choses spontanées nouvelles qu'on voit apparaître sur Twitter. Au début de leur étude, c'est très localisé sur la côte ouest et en Floride, et quand ils regardent un petit peu plus tard, la forme s'est entièrement diffusée sur le territoire. Donc cette variation, elle est dynamique, et effectivement, quand on peut utiliser cette variation pour observer des changements en cours dans les langues. Donc, ce qui ressort un petit peu de ce paysage-là, c'est qu'on peut voir la langue comme étant une entité qu'on ne va pas attraper sur un individu donné, mais qui est plutôt au contraire une entité qui va venir se construire à l'échelle d'une population. Quelque chose de finalement assez abstrait, c'est la somme de tous les idiolectes de chacun des individus qui constituent cette population, de manière très très similaire en fait à la notion d'espèce en biologie. Quand on regarde qu'est-ce que c'est que l'espèce chat, on peut l'attraper qu'en prenant ensemble tous les chats qui peuvent exister. L'espèce, elle n'a pas d'autre existence que son instanciation concrète dans chacun des individus. Et c'est quand on prend l'ensemble des individus qu'on arrive à attraper cette entité qui émerge à l'échelle de la population. Donc voilà, c'est cette entité un petit peu complexe qui en plus n'est pas homogène. Elle a intrinsèquement en elle de la variation. Et c'est cette variation de cette espèce d'entité complexe, émergente, cette variation, elle est conditionnée par la structure sociale de la population de ces locuteurs. Lesquels locuteurs, ce que je vous expliquais tout à l'heure, eux intègrent en eux des représentations de la langue en question, avec laquelle ils jouent, ils se comprennent, ils se construisent leur identité. Donc ça implique tout un tas de rétroactions sur cette entité globale qui existe à l'intérieur de chacun des individus et qui l'utilise et qui joue avec, et tout ça change et tout ça est dynamique. Et donc ça donne l'image de quelque chose, d'un système complexe en fait, avec tout son jeu de rétroaction qui vient structurer cette variation,
les caractéristiques sociales de la population sont eux aussi entièrement dynamiques, tout ça change en permanence, tout en restant globalement en équilibre. Et donc en fait, nous, c'est ça qui nous intéresse dans notre projet SoSuite, c'est d'essayer de venir regarder, comprendre comment ces jeux entre individus et population et la dynamique de tout ça changent et bougent, et voilà. Alors on n'est pas les premiers du tout à s'intéresser à ça, là, je vous ai montré quelques études qui montrent que ça fait une bonne cinquantaine d'années, et même beaucoup plus en fait si on prend toute la tradition dialectologique, que les gens s'intéressent à regarder comment varie la langue. Et traditionnellement c'est les études qui viennent regarder ça s'appuient sur des enquêtes qui sont conduites autour d'un petit nombre de locuteurs, parce que quand on fait des enquêtes, on ne peut pas se permettre d'aller interroger les millions d'individus ou les centaines de millions d'individus qui peuvent constituer une population. Donc on construit tout ça sur des enquêtes auprès d'un petit nombre de locuteurs, et partant de là, pour caricaturer un petit peu, il y a deux approches qui se détachent. Une que j'ai appelée macro et l'autre que j'ai appelée micro. Et l'idée, c'est que soit on se dit que ce petit nombre de locuteurs va nous permettre malgré tout de tirer des conclusions sur des grandes populations, ou alors, à l'inverse, on se dit qu'on a peu de locuteurs, et bien très bien, on va regarder ce peu de locuteurs-là et on va s'intéresser à la petite population que constitue ce peu de locuteurs. Donc si je rentre un petit peu dans les détails, quand on essaye de tirer des conclusions sur une large population à partir d'un petit nombre de locuteurs, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on échantillonne notre population, et donc on travaille par échantillonnage. C'est très bien, on peut tout à fait légitimement tirer des conclusions sur de grandes populations à partir d'un échantillon. Je prends par exemple l'Atlas of North American English que Labov et d'autres ont fait. Ils ont fait ça dans les années 90. Ils ont analysé l'anglais américain parlé dans les aires urbaines. Ils ont laissé un petit peu de côté l'Amérique rurale. Mais ça fait quand même beaucoup de monde. Ça fait, je crois, quelque chose comme 180 millions d'habitants. Et pour tirer des conclusions sur la langue de ces 180 millions d'habitants, ils ont interrogé 762 locuteurs, ce qui déjà demandait un boulot considérable. Mais toujours est-il que voilà, ils ont construit leur atlas avec un échantillon de 0,00004% de la population. Donc c'est très très peu quoi. Mais bon, ceci dit, les conclusions qu'ils en ont tirées sont très intéressantes. Leur atlas et leur structuration dialectale du continent nord-américain est tout à fait pertinent. Et il y a tout un tas d'analyses sur des changements en cours dans l'anglais nord-américain qui ont été tirés de ça, et d'autres études similaires qui sont très intéressantes aussi. Notamment, ils montrent qu'il y a des changements vocaliques en chaîne qui se passe. Donc là, c'est celui qui est dans les villes du nord du pays. Ils ont identifié d'autres changements en cours dans d'autres régions du pays, et ce à partir de tout petits échantillons de la population. Alors ceci dit, il y a quand même des problèmes quand on fait ça. Alors oui, et donc effectivement, ils ont ces 700 ou quelques centaines de locuteurs sur lesquels ils savent très bien qui sont ces locuteurs, donc ils sont capables d'interpréter la variation non seulement en termes géographiques comme je vous l'ai montré, mais aussi en termes de tout un tas d'autres caractéristiques démographiques de la population, en termes de classe sociale, en termes d'âge, en termes de genre, en termes de tout ce qu'on veut. Mais évidemment, ça pose quand même des problèmes. Alors, déjà, les problèmes liés à l'échantillonnage, c'est-à-dire que quand on construit comme ça un échantillon, il faut s'assurer qu'il est représentatif de la population en termes de genre, d'âge, de classe sociale, d'origine géographique, d'endroit où les gens ont grandi, d'endroit où les gens vivent, etc. Mais ça, à la limite, on sait faire, les méthodologies d'échantillonnage qui permettent de s'assurer, ou du moins de quantifier dans quelle mesure notre échantillon est représentatif de la population. Mais par contre, il y a un problème beaucoup plus sérieux quand on s'y prend comme ça, c'est qu'on perd complètement l'information à propos de la sociabilité des locuteurs. On ne sait pas du tout si
tel individu parmi nos 762 est quelqu'un qui a plein d'amis avec lesquels il fait plein de choses, mais qui appartiennent à plein de groupes différents, ou si au contraire cette personne-là est ultra intégrée dans sa micro-communauté et regarde très peu ce qui se passe autour de cette communauté, etc. Alors qu'on sait que ces facteurs-là, en fait, de sociabilité, sont aussi des facteurs qui viennent structurer la variation. Et c'est des choses qui ont été plutôt regardées du coup par les approches micro, où là on se dit, quitte à interroger peu de locuteurs, à construire notre analyse sur peu de locuteurs, autant faire en sorte que ce peu de locuteurs viennent tous du même endroit, qu'ils se connaissent, et qu'on sache précisément comment ils interagissent les uns avec les autres. On se donne les moyens de construire des descriptions de notre population beaucoup plus fines, mais la contrepartie, c'est que du coup la population est beaucoup plus réduite, on ne peut pas se permettre de faire ça à grande échelle. Donc on est capable de savoir, de construire en fait le réseau social de ces personnes-là, de savoir qui interagit avec qui, dans tel contexte, pourquoi, etc. Et du coup de décrire des phénomènes qui sont liés à cette sociabilité. Alors un petit exemple pour illustrer ça, encore une fois un exemple très standard, qui était une étude de Milroy et Milroy en 78, une étude un petit peu fondatrice en fait de l'utilisation de cette notion de réseaux sociaux, de cet intérêt pour la sociabilité des locuteurs pour comprendre la variation. Et donc ils sont intéressés à 3 quartiers de Belfast, et dans ces 3 quartiers, ils ont entrepris des enquêtes qui étaient d'ordre ethnographique, en se plongeant vraiment dans ces quartiers pour essayer de comprendre comment les gens interagissaient les uns avec les autres et comment vraiment ces 3 quartiers fonctionnaient socialement. Et donc ils ont montré que c'était des choses qui n'étaient pas du tout triviales en fait, que les interactions entre les gens dans ces quartiers de Belfast, que les réseaux en fait étaient particulièrement denses, qu'ils étaient multiplex, on va rajouter un E à multiplex, voire un S, et c'est-à-dire que les interactions entre les gens sont complexes, quoi. Mon voisin est aussi mon beau-frère, et aussi mon patron, et aussi tout ça, et qu'il y a plein de que les gens interagissent les uns avec les autres selon plein de dimensions différentes et parallèles. Et donc ce qu'ils ont regardé, en prenant conscience de cette sociabilité, la structuration de cette sociabilité, ils ont regardé dans quelle mesure les gens étaient intégrés dans ces communautés, dans quelle mesure les relations qu'ils entretenaient avec d'autres étaient en fait des relations qu'ils entretenaient avec des gens de ces communautés. Et ce qu'ils ont montré, eh bien, c'était que plus une personne va être intégrée dans cette communauté, plus ces interactions sociales vont se faire uniquement à l'intérieur de cette même communauté, et plus les locuteurs vont adopter les variantes linguistiques qui sont caractéristiques, conformes à cette communauté. Alors, le contraire aurait été surprenant, certes, mais toujours est-il que c'est démontré, et ce que ça montre en fait, c'est donc que s'intéresser à cette sociabilité, c'est intéressant, c'est pertinent, etc. Donc on a ces deux approches qui sont un peu à deux extrémités d'un même spectre, et donc chacune avec leurs avantages. D'un autre côté, on est capable de caractériser l'ensemble d'une population d'une part. De l'autre côté, on est capable de mieux comprendre ces populations parce qu'on prend en compte leur sociabilité et leur structuration fine. On aimerait pouvoir faire les deux en fait. On aimerait pouvoir avoir des regards à grande échelle sur des grandes populations, et en étant capable d'analyser la variation qu'on y observe, non seulement en termes démographiques, mais aussi en termes de sociabilité, quoi. Être capable de réunir ces deux facteurs explicatifs de la variation au sein de ces grandes populations.
Alors, on ne peut pas mener des études telles que celle de Milroy à l'échelle de toute une population, ça c'est pas possible. Par contre, là où il y a peut-être une opportunité qui se présente, c'est dans le fait que de plus en plus, on interagit linguistiquement et socialement à travers des dispositifs numériques qui laissent des traces de ces interactions. On publie des blogs, on s'échange des mails, on écrit des posts sur Facebook, sur Twitter, sur tout un tas de plateformes comme ça. Et quand on écrit un mail, on sait à qui on écrit ce mail. Quand on est sur Facebook, il y a toute une sociabilité qui est représentée sur la plateforme, on a des amis, etc. Donc, donc la question en fait c'est est-ce qu'on est capable de tirer parti de ces données qui sont du coup à la fois linguistiques et sociales pour être en mesure de décrire la variabilité, quoi. Voilà. Donc la réponse elle est à construire, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ces données donc linguistiques et sociales, elles sont d'une part présentes en abondance, on est capable de les récupérer dans des quantités qui sont sans commune mesure avec les quantités de données que la sociolinguistique a pu traiter par le passé, d'une part, et d'autre part elles sont numériques, ce qui signifie qu'on peut les attraper, on peut les analyser en convoquant tout un tas de méthodologies qui ne sont pas des méthodologies du tout standards de l'analyse sociolinguistique. On peut tirer parti de traitements automatiques des langues. On peut avoir des méthodes statistiques particulièrement élaborées et innovatrices. On peut s'appuyer sur tout ce que la science des réseaux a proposé. Cette science des réseaux, en fait, elle a à la fois une longue histoire, parce que la notion de réseau social est quelque chose que les gens regardent depuis des décennies, et elle est à la fois toute neuve, parce que ça fait une quinzaine d'années, une vingtaine d'années peut-être, qu'on a réalisé que cette notion de réseau, on pouvait la retrouver dans tout un tas de domaines différents, qu'on pouvait en faire une espèce de concept pivot qui est valide en sociolinguistique, en sciences sociales en général, mais également en biologie, parce que les réseaux de prédation, par exemple, sont des réseaux, les réseaux d'interaction de gènes sont des réseaux, et tous ces réseaux-là, en fait, partagent un ensemble de propriétés, un ensemble de caractéristiques qu'on retrouve, quelle que soit l'origine de ce réseau, quels que soient les éléments qui vont le constituer. Il y a des choses à en dire qui transcendent la nature des éléments du réseau, en fait, un ensemble de choses qui sont à un niveau structurel des interactions entre les choses qu'on regarde et qui ne sont pas directement liées aux choses qu'on regarde. Et donc est-ce que cette science des réseaux a des choses à nous dire, a des concepts à nous proposer pour venir notamment comprendre comment cette sociabilité des individus à grande échelle vient structurer la structuration de la variation linguistique. 3 fois structuration dans la même phrase, mais vous me suivez, quoi. Donc ça, voilà, c'est un petit peu le point de départ de notre projet d'ANR. Alors j'ai oublié de commenter un petit peu le premier point. Ce qui est aussi très, très rigolo à regarder sur ces plateformes numériques, sur la manière dont les gens s'expriment en ligne, c'est qu'il y a beaucoup d'innovation en fait. Il y a beaucoup d'innovation, les gens n'arrêtent pas d'inventer des nouveaux trucs. Je vous renvoie à l'image que je vous ai présentée quelques slides en arrière sur la répartition géographique de ces termes anglais qui sont nouveaux, quoi, qui existent qu'à travers Twitter en l'occurrence là. Beaucoup d'innovation, donc beaucoup de variations, et ça c'est bien parce que du coup si on a des hypothèses à faire sur la manière dont la variation est structurée ou la manière dont les innovations se diffusent, en fait ces plateformes numériques constituent des laboratoires parfaits où les choses vont beaucoup plus vite que
enfin, c'est peut-être discutable, mais semble en tout cas aller beaucoup plus vite que ce qui se passe dans le monde réel. Voilà. Donc c'est vraiment ça le point de départ de notre projet, du projet qu'on a soumis à l'ANR et qui a été accepté. C'est de voir si on est capable de regarder la manière dont la structure des populations, je recommence parce que je me suis perdu, on se demande si on est capable de mieux comprendre en tout cas la manière dont la structure des populations va venir conditionner la variation linguistique de manière synchronique et si on regarde l'autre face de la médaille de manière diachronique, essayer de comprendre comment ces variétés, on regarde du français qui s'exprime en ligne, changent. Voilà. Et donc ça c'est vraiment notre objectif principal, ouais. Caractériser la variation en termes de structure de population. Et d'autre part, on essaye de faire ça en proposant des méthodologies différentes des méthodologies traditionnelles de la sociolinguistique, en s'appuyant sur le fait que les données qu'on va regarder sont présentes en très grande quantité et de manière numérique. Le fait qu'elles soient présentes en très grande quantité, c'est pas que du superflu, quoi. Il y a plein de choses qui ont été dites, comprises en regardant des petites quantités de données. Donc il n'y a pas une nécessité absolue à regarder des données en grande quantité. Par contre, notre idée, c'est qu'on va être capable de voir des phénomènes beaucoup plus fins qui resteraient sous la ligne de flottaison quand on regarde des choses avec moins de données et qu'on pourrait regarder avec beaucoup plus de données. Typiquement, on espère pouvoir voir des phénomènes diachroniques sur des échelles de temps beaucoup plus courtes que ce qu'on pourrait observer avec moins de données, tout simplement parce qu'en fait on va essayer d'avoir un rapport de signal sur bruit beaucoup plus intéressant et de faire ressortir des choses qui peut-être ne ressortiraient pas si on avait moins de données. Donc le schéma général du truc, en fait, c'est celui-ci, quoi. On se dit que on a des données linguistiques, en l'occurrence c'est des tweets dans notre étude. On a des données sociales qui sont... alors effectivement, je ne peux partie du principe que tout le monde connaissait Twitter, mais c'est pas du tout forcément le cas. Donc je vais faire une petite parenthèse sur Twitter, parce que c'est ce dont je vais vous parler beaucoup pour la suite. Donc Twitter, donc ça se définit comme un réseau social, une plateforme, ça se définit comme une plateforme de micro-blogging précisément. C'est-à-dire une plateforme où les gens vont pouvoir bloguer, s'exprimer, mais micro parce qu'on va rechercher des formes courtes. Donc Twitter, c'est un endroit où quand les gens s'inscrivent, ils peuvent poster des tweets, et un tweet, c'est un message de 140 caractères maximum. Donc ces tweets, ces petits messages de 140 caractères, ce sont nos données linguistiques. Et puis, comme sur beaucoup de ces plateformes, on peut nouer des relations avec les autres utilisateurs. Donc on peut discuter de la nature de ces relations, c'est intéressant. On peut suivre quelqu'un. Donc suivre quelqu'un, en fait, ça veut dire s'abonner au tweet de la personne en question. Et ça veut dire que si je m'abonne à un autre utilisateur, sur ma page d'accueil de Twitter, je verrai s'afficher les tweets de cette personne au fur et à mesure. Et donc on prend le parti de dire que cette relation de s'abonner à quelqu'un est une forme de relation sociale qui nécessite d'être un peu plus précisée, mais en tout cas on part du principe qu'on a des données sociales à partir de ces relations-là. Ce n'est pas les seuls types d'interactions sociales qu'on peut déduire de Twitter, mais pour ce que je vous dirai aujourd'hui, ça va être ça. Et puis
Et puis à partir de ça, on va s'appuyer sur ce que nous dit la linguistique des médias sociaux, plus généralement la linguistique de corpus. On va s'appuyer sur ce que nous dit la sociolinguistique, sur ce qu'on peut tirer de traitement automatique de la langue, ce qu'on peut tirer de sciences des réseaux, pour avoir un regard sur la variation synchronique et sur l'évolution de la langue d'un point de vue diachronie. Ces 4 pôles ici représentent en substance les 4 équipes associées à notre projet, qui sont donc ICAR pour tout ce qui est linguistique de corpus, le LIDILEM à Grenoble pour tout ce qui est sociolinguistique, l'équipe INRIA Alpage à Paris pour tout ce qui est traitement automatique de la langue, et l'équipe Dante de l'ENS à Mono pour tout ce qui est sciences des réseaux. Donc voilà le panorama général, voilà un petit peu le projet qu'on propose. Donc on a commencé à collecter des données, à les analyser, et donc je voudrais vous présenter 2 exemples de ce qu'on a commencé à faire en essayant de suivre cette vision-là. La première question qu'on s'est posée, c'était de se demander si quand les gens s'expriment sur Twitter, est-ce qu'ils sont plus proches de genres oraux ou au contraire plus proches de genres écrits. La question n'est pas simple parce que y a des arguments pour les deux en fait. L'argument pour l'écrit, c'est que c'est écrit. Quand on tweet, ou plus généralement quand on utilise ces plateformes, ces réseaux sociaux numériques, c'est avant tout par écrit. Mais ce n'est pas du tout dans les formes d'interaction écrite traditionnelle. Dans la manière dont les choses se passent, on est plus proche de l'oral, on n'est pas du tout dans des registres formels traditionnels de l'écrit, on est plutôt dans des registres informels de l'oral. Et de fait, quand on regarde un tweet, typiquement, on n'a pas du tout l'impression d'être face à des formes écrites standards. Donc on s'est demandé comment ça se positionnait par rapport à ça. Alors, là, l'étude que je vais vous présenter, elle est issue de notre première campagne de collecte de données qui s'est étalée de juin 2014 à juin 2015. Et on a donc collecté des tweets. Et les critères qu'on s'est fixés pour les tweets qu'on collectait étaient de deux espèces, un critère d'ordre géographique et un critère d'ordre linguistique. Le critère d'ordre géographique, c'est qu'on demandait les tweets émis par des utilisateurs qui avaient déclaré au moment de l'enregistrement sur Twitter être dans les fuseaux horaires GMT ou GMT+1. Et donc ces 2 fuseaux horaires, en fait, nous permettent de capturer les espaces francophones européens et africains, qui sont du coup les populations sur lesquelles on se concentre. Et le deuxième critère, qui était d'ordre linguistique, on récupérait donc les tweets qui étaient émis par des utilisateurs qui soit avaient déclaré tweeter en français, du moins qui avaient déclaré vouloir utiliser Twitter en français, soit des tweets qui avaient été identifiés par Twitter comme étant en français. Et donc les tweets qu'on a collectés vérifiaient ces 2 conditions. Et puis parmi tous les tweets qui vérifiaient ces 2 conditions, en fait on a pris 10%. Et ça nous a conduit à obtenir 70 millions avec un S de tweets. 10%, ouais. Et ça fait beaucoup, ouais. Donc, voilà, donc ça c'était pour le côté linguistique de notre corpus. Voilà, c'est les énoncés sur lesquels on va travailler, c'est ces 70 millions de tweets. Et puis, d'autre part, à chaque fois qu'un utilisateur, chaque fois qu'on récupérait un tweet, on regardait l'utilisateur qui l'avait écrit, et pour cet utilisateur, on récupérait la liste de ses copains, de qui suit qui. Et ça donc on a fait ça pour 1,7 million de locuteurs. Donc le réseau global il est beaucoup plus gros parce que nos 1,7 million de locuteurs ils suivent d'autres gens qui n'ont pas émis de tweets que nous on aurait pu
récoltés. Donc en fait, dans notre base de données, on a quelque chose comme 20 millions d'utilisateurs, je crois. Enfin, à ce moment-là, on avait une vingtaine de millions, dont 1,7 million qui étaient des gens pour lesquels on avait des tweets. Voilà, donc ça c'est notre corpus. Et donc la première analyse, en fait, elle est vraiment directement issue de ce que, ce que peut nous apporter cette science des réseaux. On a essayé de comprendre comment était structuré ce réseau de 1,7 million d'utilisateurs. En fait, je dis 1,7 parce que rapidement, je vais vous montrer comment il est. On a élagué nos 20 millions et finalement c'est vraiment nos 1,7 million de locuteurs qui nous intéressent. Donc on a ce gros réseau-là, avec des gens qui entretiennent des relations les uns avec les autres. Et ce qu'on a cherché à identifier dans ce réseau, c'est ce qu'on appelle, au sens de Network Science, au sens de la science des réseaux, des communautés. Et ces communautés, en fait, c'est des sous-parties du réseau denses. Denses au sens où on cherche à trouver des groupes de locuteurs tels qu'il y a beaucoup plus de relations à l'intérieur d'un groupe que de relations entre les groupes. C'est ça la définition de nos communautés ici. C'est des ensembles de locuteurs qui entretiennent plus de relations entre eux que vers l'extérieur. Alors, avant de faire ça, en fait, ce qu'on a commencé par faire, c'est par garder que les liens qui sont symétriques. On a élagué notre réseau en disant que on va garder l'information qu'il y a un lien entre deux personnes que si le premier est abonné au second et inversement que le second est abonné au premier. Donc l'idée qui est derrière ça, c'est de se dire que cette relation de suivi, on ne va pas se voler la face, elle est assez pauvre. Elle ne nous informe pas beaucoup sur les vrais liens qu'il y a entre les individus. Si elle est symétrique, elle nous en dit un petit peu plus. Si quelqu'un s'est abonné à un utilisateur, si un utilisateur s'abonne à un autre et que l'autre s'abonne en retour à l'autre, au premier, ça nous informe un petit peu plus sur le fait que la relation qu'ils entretiennent n'est pas une relation purement factice, parce qu'on peut s'abonner à plein de gens dont on n'a jamais entendu parler. Et puis ça a aussi comme avantage d'éliminer un certain nombre de comptes de Twitter qui ne sont pas vraiment des locuteurs et qui ne nous intéressent pas. Je peux être abonné au Monde, parce que le Monde va tweeter à chaque fois qu'il publie un nouvel article. Et cette relation entre moi et le Monde, elle n'est pas intéressante. Et même plus généralement que ça, le Monde, c'est pas du tout un locuteur qui va m'intéresser. Si je garde que les liens qui sont symétriques, je vais rapidement me débarrasser du Monde, parce que autant il y a des centaines de milliers de personnes qui peuvent suivre le Monde, autant le Monde, lui, il ne va pas suivre ces centaines de milliers de personnes. Donc le fait de garder que ces relations symétriques, ça élimine en fait pas mal de ces problèmes-là. Et donc une fois qu'on a fait ça, il y a tout un tas d'algorithmes qui vont justement venir identifier ces zones denses, qui sont des zones telles qu'il y a plus de liens à l'intérieur que vers l'extérieur. Si je prends celle du bas ici, j'ai 3 locuteurs, ils ont plus de relations entre eux que de relations vers l'extérieur. On en a même 2 ici qui n'ont même pas du tout de relations vers l'extérieur. Donc on a, avec ces 3 locuteurs, une zone, un sous-ensemble du réseau à l'intérieur desquels les interactions sont particulièrement denses. Et donc ce qu'on cherche, c'est vraiment ces zones particulièrement denses. Donc on détecte ces communautés. On en a trouvé un peu plus de 700 parmi nos 1,7 million de locuteurs. Et puis on ne va pas toutes les garder, parce que en fait, rapidement, il y en a qui sont toutes petites et pas fascinantes. Donc pour notre étude, là, on a gardé que les communautés qui avaient plus de 1000 locuteurs et aussi qui avaient plus de 50% de tweets en français. Parce que dans notre base de données, on se rend compte qu'on a beaucoup de tweets, enfin beaucoup, on a des tweets qui ne sont pas en français. La raison est qu'on a dit qu'on prenait un tweet si la personne avait déclaré tweeter en français. Moi, par exemple, je vérifie toutes les conditions pour que mes tweets soient collectés par nos petits programmes qui collectent, mais ça peut m'arriver de tweeter en anglais. Donc ce tweet en anglais peut arriver dans nos bases de données. Donc là, en l'occurrence, pour ce qu'on a fait ici, on les conserve pas.
Donc on prend ces communautés qui ont plus de 1000 locuteurs, plus de 50% de leurs tweets en français, ce qui en fait ne garde plus que 14 communautés, les 14 quasiment plus grosses, qui ne représentent plus finalement que 700 000 locuteurs, mais ça fait encore donc 15 millions de tweets et un corpus de 200 millions de mots. Donc ce corpus de 200 millions de mots, lui aussi on l'a un petit peu trifouillé, et ce qu'on a fait surtout c'est qu'en fait on l'a étiqueté en partie du discours. Donc on a utilisé pour ça l'outil de notre partenaire Alpage, MET, qui fonctionne bien, alors pas parfaitement bien. Un des objectifs de notre projet c'est de faire en sorte qu'à la fin du projet il fonctionne vraiment bien. Là il fonctionne beaucoup mieux que les autres, mais c'est pas encore, il y a encore beaucoup de bruit, de choses qui ne fonctionnent pas bien et tout ça. Parce que ces outils de TAL, en fait, ils fonctionnent super bien si on leur donne un article tiré du Monde, où les phrases commencent par une majuscule, finissent par un point, il y a les verbes où il faut et tout ça. Quand on leur donne des textes issus de Twitter avec toute la variation justement qui nous intéresse, ils sont généralement beaucoup plus en peine. Ce qui est un problème, je pourrai en discuter si vous voulez. Donc on étiquette nos tweets avec un jeu de 16 étiquettes en partie du discours. Et en fait, pourquoi on fait ça? Parce que la distribution des parties du discours n'est pas la même à l'oral et à l'écrit. Et typiquement, les genres écrits vont plutôt avoir tendance à graviter autour du nom, alors que les genres oraux vont plutôt autour du verbe. Là, je vous ai mis deux exemples en fait, qui illustrent assez bien, deux phrases qui veulent dire la même chose. La première qui dit « La fatigue augmente avec la durée de la course ». Donc on a 1, 2, 3 noms et un verbe. Et puis en dessous, on a plus on court, plus on est fatigué. Là, on a 2 verbes et puis il n'y a plus de nom. On voit bien que le premier est beaucoup plus écrit, le deuxième est beaucoup plus oral. Et ça se vérifie assez bien. Hallyday disait les choses en ces termes, c'est que finalement, à l'écrit, on a plutôt tendance à exposer les choses en termes de produits, alors qu'à l'oral, on a plutôt tendance à présenter les choses en termes de processus. Donc si c'est un produit, c'est des noms, si c'est un processus, ça va être des verbes. Donc on va essayer de regarder la distribution de noms et de verbes et de s'appuyer là-dessus pour être en mesure de savoir si on penche plus du côté du nom et de toutes les parties du discours qui vont être associées, des adjectifs, des déterminants, etc., ou du parti du verbe, on va chercher des verbes, des adverbes, etc., etc. Donc on va faire ça communauté par communauté, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est la variation. Donc on ne va pas regarder tout Twitter d'un coup, mais on va essayer plutôt de regarder si dans Twitter, il y a de la variation, et si la structure de la population va venir expliquer cette variation. Donc on va regarder communauté par communauté, si il y a plutôt des noms ou plutôt des verbes. Le problème, c'est que si je prends une communauté dans laquelle il y a 10 000 utilisateurs, je ne sais pas combien de tweets, et je me rends compte que j'ai compté 23 millions de noms et 16 millions de verbes, comment je peux être en mesure de dire si c'est beaucoup de noms ou pas beaucoup de noms, beaucoup de verbes ou pas beaucoup de verbes? On ne peut pas rapidement, facilement être en mesure de dire si cette communauté-là a tendance à utiliser plus de noms que de verbes ou inversement. Enfin, pas plus de noms que de verbes, mais en tout cas, c'est pas facile de dire si une communauté utilise plus de noms qu'une autre ou plus de verbes qu'une autre. Non, on ne peut pas trancher, quoi. Donc, ce qu'on a fait pour être en mesure de trancher, c'est qu'on a pris nos 14 communautés avec leurs milliers de locuteurs à l'intérieur. Et puis on a tout mélangé. On a mélangé les utilisateurs, on a gardé nos 14 communautés, mais on a échangé les locuteurs de communauté en communauté pour briser complètement la dimension sociale qu'on avait utilisée pour construire nos communautés. Donc on a des communautés dans lesquelles finalement les utilisateurs sont complètement quelconques et dans lesquelles on ne s'attend plus à observer un penchant pour les verbes ou pour les noms. On ne s'attend plus à avoir de la variabilité conditionnée par
la structure sociodémographique de la population, puisqu'en mélangeant comme ça, on casse complètement, on supprime l'information sociodémographique qui avait été utilisée pour construire nos communautés. Donc on fait ça, on mélange tout, et puis communauté par communauté, une fois qu'elles sont mélangées, on va cette fois-ci compter les verbes et les noms et les adjectifs et les déterminants, toutes les parties du discours comme ça, et on va noter combien on observe, puis on va répéter ça 100 fois. Et ce que vous montrent les courbes en bleu, c'est des histogrammes qui représentent le nombre, admettons que ce soit des noms par exemple, ce que représentent les courbes en bleu, c'est le nombre de noms qu'on compte une fois qu'on a fait ces mélanges dans les communautés 100 fois. Et on s'aperçoit que on s'attend à ce que la fréquence du nom ce soit environ 0,008% des tokens. Je ne sais pas si c'est des noms ou pas, je ne me rappelle plus quelle partie du discours j'avais utilisé pour faire ces courbes-là, mais c'est l'idée. Et une fois qu'on sait comme ça à peu près à combien s'attendent de noms dans une communauté quelconque, on peut reprendre nos vraies communautés, compter effectivement combien de noms on observe, et là, de trois choses l'une. Soit, donc la barre rouge, ça indique en fait la fréquence réellement observée. Soit j'observe effectivement une fréquence qui est très alignée sur ce que j'ai compté quand j'ai tout mélangé. Dans ce cas-là, je peux conclure que le nombre de noms que j'observe dans cette communauté, ou de déterminants, ou d'adverbes, ou de tout ce qu'on veut, le nombre de noms, il est comparable à ce à quoi je m'attendais. Il n'y a pas grand-chose à dire sur l'utilisation des noms dans cette communauté. Soit je suis dans un cas comme ça, où ce que j'ai observé dans ma communauté, c'est beaucoup plus petit que ce à quoi je pouvais m'attendre. Dans ce cas-là, je suis en mesure de dire, tiens, cette communauté-là, elle sous-utilise largement telle partie du discours. Et je suis même capable de le quantifier, de donner un score à cette sous-utilisation. Ou inversement, je peux me rendre compte que la fréquence que j'ai observée est largement supérieure à ce que j'observe quand je mélange, quand je brise, quand je prends plus en compte cette information de sociabilité, et je peux dire que dans ma communauté, en fait, telle partie du discours est très surreprésentée, puis à chaque fois on peut quantifier, donc là il y a un moins, mais je me dis ça devrait être un plus. Et donc comme ça, pour chaque partie du discours et pour chaque communauté, je suis en mesure d'avoir un indicateur de sur- ou sous-représentation, etc. Et donc à partir de ces scores-là, on a construit une matrice avec 14 lignes et 16 colonnes, autant de lignes que de communautés, autant de colonnes que de parties du discours, et puis à l'intersection de chaque ligne et de chaque colonne, j'ai le score de sur- ou sous-utilisation, représentation de telle partie du discours dans telle communauté. Ok ? Et donc à partir de cette matrice-là, on a fait ce qui s'appelle une analyse en composantes principales. Peut-être que vous avez entendu parler de ce truc-là, qui est une méthode statistique finalement assez standard. Mais l'idée de cette analyse en composantes principales, c'est quand on a des matrices comme ça, c'est de projeter les lignes de la matrice, donc en l'occurrence mes communautés, je vous montre le schéma, de les projeter dans un espace de petite dimension. En fait, je reviens un petit peu en arrière. Quand j'ai ma matrice avec mes 14 lignes et mes 16 colonnes, en fait, je peux l'interpréter comme, je peux interpréter chacune de mes 14 communautés comme étant un point dans un espace à 16 dimensions. Donc chaque ligne, je peux interpréter chaque ligne comme étant les coordonnées d'une communauté dans cet espace en 16 dimensions. Et ça, on n'est pas capable de visualiser ce que c'est qu'un espace en 16 dimensions. En 2 dimensions, on y arrive. En 3, on arrive à raisonner un petit peu. Mais dès qu'il y a plus de 3 dimensions, on ne sait pas gérer. Donc, ce que fait cette analyse en composantes principales, c'est qu'elle prend mes communautés qui sont dans cet espace en 16 dimensions et qu'elles vont les projeter dans un espace en 2 dimensions. Et elles vont le projeter de telle manière, à maximiser l'information. Ma main, c'est un objet en 3 dimensions. Si je veux projeter ma main en 2 dimensions, donc l'ombre de ma main sur le tableau, c'est une projection de ma main en 2 dimensions, j'ai plein de moyens de projeter ma main. Je peux la projeter comme ça. Et si je fais ça, la forme qui se dessine,
c'est une forme qui est très différente de la forme de ma main en 3 dimensions. Donc c'est pas une projection, très passionnante, quoi. J'ai perdu beaucoup d'informations si j'ai projeté ma main comme ça. Par contre, si je la projette comme ça, j'ai ici une forme en 2 dimensions qui représente ma forme en 3 dimensions, dans laquelle il y a quasiment toute l'information, quoi. La forme qui est ici, elle est vraiment pas très différente de la forme de l'objet en 3 dimensions. L'idée de l'analyse en composante principale, c'est la même, quoi. C'est de prendre notre objet en 16 dimensions et d'essayer de le projeter en 2 dimensions de telle manière à ce que cette projection en 2 dimensions garde un maximum d'informations et que la forme que je vois là soit la plus fidèle possible à cette forme dans 16 dimensions qu'on n'est pas capable de se représenter. Et qui plus est, elle est capable, cette analyse, de nous dire quelle est la quantité d'informations que j'ai gardées ou que j'ai perdues lors de cette projection. Et cette quantité d'informations gardées ou perdues, c'est les pourcentages qu'on voit ici, 78,86% le long de cette première dimension et 10,02% le long de cette seconde dimension. Donc si je fais la somme des deux, 78, donc mettons 80 plus 10, ça veut dire que la forme que j'ai là, elle représente à peu près 90% de l'information de ma forme en 3 dimensions. C'est vraiment comme ma main, quoi. Là, si je fais ça, j'ai perdu énormément d'informations. On peut quantifier l'information de la forme de ma main et l'information de la forme de son ombre et de voir qu'il y a beaucoup d'informations perdues, alors que là, j'ai peut-être, dans le même cas, conservé 90% de l'information quand j'ai fait ça, quoi. J'ai perdu l'idée que mes doigts avaient une épaisseur, mais c'est négligeable face à la forme globale de la main. Donc voilà, et donc une fois qu'on a fait ça, on a nos communautés qui sont dans cet espace à 2 dimensions, et on s'aperçoit qu'il y en a une qui est très à gauche, il y en a une qui se balade un petit peu à droite, enfin voilà, c'est cette forme-là, quoi. Et ce qui est intéressant, une fois qu'on a ces formes-là, c'est d'essayer de comprendre pourquoi elles sont comme ça. Et là où la technique est vraiment complètement magique, c'est que là j'avais regardé les communautés, donc j'ai regardé les lignes de mes matrices, mais je peux m'amuser à regarder les choses par colonne, c'est-à-dire les parties du discours, et me rendre compte que les communautés qui vont être vers la gauche, elles sont très corrélées avec des parties du discours du genre nom, déterminant, etc. En fait, tout un tas de parties du discours ici qui gravitent autour du nom, alors qu'à l'inverse ici, les communautés qui vont être très à droite ici, donc notamment celle-là, et puis un petit peu celle-là dans une moindre mesure, elles sont au contraire corrélées avec des verbes, des adverbes, des conjonctions de subordination, etc. etc. Donc j'arrive à montrer comment les parties du discours, plutôt comment l'usage différencié des différentes parties du discours est en fait la chose la plus enfin, est quelque chose de très différent, en fait, marquant entre mes communautés. Avec des communautés, notamment une communauté qui utilise énormément de parties du discours autour du nom, une autre des parties du discours autour du verbe, et puis tout un groupe de communautés qui, elles, sont beaucoup plus indifférenciées. Et donc ce que j'ai pas mis dans le slide mais qu'il faut que je vous dise, c'est qu'en fait ces deux communautés, la 445 et la 321, c'est les deux plus grosses communautés de notre truc. Et que à L2, elles représentent en gros chacune 45% de mes 700 000 locuteurs. Donc si je prends celle-ci et celle-là, en fait j'ai 90% de mes 700 000 locuteurs qui viennent se mettre soit dans des formes de discours très centrées sur le nom, soit sur des formes de discours très centrées sur le verbe, donc soit sur des formes de discours plutôt proches de l'écrit, soit sur des formes de discours plutôt proches de l'oral. Donc ce qu'on montre en fait, c'est comme ça, c'est que quand on se demande si Twitter est plutôt oral ou écrit, c'est qu'il y a différentes pratiques qui coexistent dans la population. Deux normes qui coexistent au sein de la population. Et ce qui est intéressant surtout, c'est que non seulement elles sont là, mais c'est qu'on arrive à les observer. On arrive à les observer parce qu'elles entraînent une variabilité linguistique qu'on est capable de quantifier. Et que surtout, c'est à partir du comportement linguistique sur Twitter des locuteurs et de leur sociabilité qu'on est capable de mettre en évidence la coexistence de
ces deux formes de normes. Et on fait ça en invoquant, en mobilisant des méthodes qui viennent ici du TAL, de la linguistique du corpus, de la science des réseaux. Donc c'est vraiment tout à fait le type de choses qu'on cherche à faire. Ça fait 1 heure que je parle. Bravo. Est-ce que je me lance dans une deuxième étude ou est-ce que Je pense qu'on peut peut-être... Enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'on peut s'arrêter là et discuter peut-être. Très bien. À la limite, bon, si il y a... Ouais, j'ai un slide de conclusion, mais qui finalement redit les mêmes choses. C'est que du coup, on est capable de travailler à grande échelle, à l'échelle d'une population tout entière. Et on a tout un tas de méthodes computationnelles qui vont venir nous permettre de faire ça. Il n'y a pas grand chose de plus que tout ce que je vous ai déjà raconté. Peut-être le seul truc intéressant qu'on n'a pas fait ici, mais qu'on pourrait faire, c'est que des données, en fait, on en a plein d'autres, outre celles de Twitter, qu'on peut venir utiliser aussi. Je pense par exemple à des données de l'INSEE qui décrit le revenu moyen des foyers moyennés sur des carrés de 200 mètres par 200 mètres dans l'ensemble de la population. Donc c'est capable de nous donner pas mal d'informations sur la structuration sociale de la population. Et c'est des choses qu'on peut mobiliser pour venir encore interpréter nos données. Voilà, je m'arrête là. Super, merci beaucoup.